Vendredi 21 décembre 2007, 7h30 du matin, près d'un village du Gers, aux confins des Landes et du Lot-et-Garonne. Le gérant d'une petite entreprise de matériel viticole, Patrick Saint-Marc, ouvre le portail, gare son véhicule et gagne son bureau. Un homme frappe à la porte, entre et échange quelques phrases brèves avec le gérant. Puis il sort une arme et tire à plusieurs reprises. Une violente bagarre s'ensuit, au cours de laquelle l'agresseur entaille le cou du gérant avec un petit couteau. Puis l'homme s'enfuit, abandonnant sa victime dans une mare de sang. Patrick Saint-Marc est transféré aux urgences de l'hôpital le plus proche, à Mont-de-Marsan. Il n'y restera que 4 jours. L'arme du tireur était un simple pistolet à plomb dont un projectile a atteint superficiellement la victime. Quant à l'entaille à la gorge, large de 4,5 cm, elle n'est guère profonde. Patrick Saint-Marc connaît l'identité de son agresseur. C'est un viticulteur de 45 ans, Pascal Jacquemin, installé en Gironde, au sud de Libourne. Les gendarmes l'arrêtent dans son chai quelques heures après l'agression. Il explique qu'il avait avec la victime un litige commercial. Le litige, c'est... Je lui ai acheté un matériel d'une somme conséquente qui a jamais marché et j'ai jamais pu me faire rembourser et puis voilà quoi. Donc ça a duré, ça a traîné 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc après ça vous mine. Pascal Jacquemin est incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen. Il est poursuivi pour tentative d'assassinat, la justice considérant qu'il a prémédité son geste. Plus tard, la chambre de l'instruction requalifiera les faits en tentative d'homicide, excluant la préméditation. À l'issue de 16 mois de détention, Pascal Jacquemin est libéré sous contrôle judiciaire. Comment a-t-il pu sortir son pistolet à plomb pour menacer M. Saint-Marc et lui tirer trois petits plombs dessus? Je sais pas, je le comprends pas encore. Et lui-même le comprend pas encore, parce que c'est effectivement pas dans ses habitudes, dans son comportement, dans sa nature d'être violent, de ne pas maîtriser ses gestes et ses pensées. Quand vous commencez dans la violence, vous savez quand ça commence, vous savez jamais où ça s'arrête. Il n'a pas eu peur spécialement, donc après il commence à se défendre, après on se bat, et puis ce jour-là, j'avais en tête qu'une chose, c'était qu'il m'a dit je vous rembourse la machine. Et tant qu'il m'a pas dit je vous rembourse la machine, j'ai pas arrêté. Hein, la violence avec laquelle monsieur Jacquemin a véritablement porté ses coups, qui laisse à l'évidence supposer qu'il y avait une intention, à ce moment-là, homicide. Le procès de Pascal Jacquemin s'ouvre en mai 2011, devant la cour d'assises du Gers, siégeant à Auch. L'audience est prévue sur 2 jours. Une vingtaine de témoins et 7 experts seront entendus. 3 ans et demi se sont écoulés depuis les faits. Pascal Jacquemin a repris l'exploitation de ses 20 hectares de vignes, mais son destin est suspendu à la décision que prendra la cour d'assises, devant laquelle il risque une peine maximale de 30 années de réclusion. À l'intérieur de la salle d'audience, on s'active à trier les pièces à conviction sous la direction de la présidente de la Cour. Madame le procureur, scellé, mis à part le revolver, le couteau, éventuellement le pull ouvert. Voilà, ça ira. Voilà, donc on fait comme ça. C'est un pull bleu? Ouais, c'est le pull bleu. D'accord. Donc je pense qu'on va se satisfaire de ça. Et puis le reste, on le laisse dessus. C'est celui-ci? Ou il y en a un autre dans une boîte? Madame Moulet, Aline. Pour la défense de Pascal Jacquemin, comme pour l'accusation, l'enjeu du procès tient en un seul mot, l'intentionnalité. Lorsqu'il pénètre dans le bureau de Patrick Saint-Marc, quelle était la véritable intention de l'accusé? Donner la mort pour le ministère public et les parties civiles. Tenter d'obtenir la légitime réparation d'un préjudice pour la défense qui replace les actes de violence dans un contexte d'exaspération. C'est pareil, Vous êtes obligé de faire quand même... Mais maintenant, j'étais content que ça arrive, parce que là, il faut en finir.
passer à autre chose, parce qu'on ne peut pas passer toute une vie. Et ça a eu des conséquences sur votre vie, sur l'exploitation, etc. Oui, parce qu'il a fallu se réorganiser, il a fallu. Oui, ça laisse des traces pour tout le monde. Hein. L'épouse et le beau-père de Pascal Jacquemin ont pris place dans la salle. De l'autre côté, viennent s'installer la victime, Patrick Saint-Marc, son épouse et leur fils. Leurs intérêts sont représentés par maître Michel Lagaillarde, un avocat gersois. Pascal Jacquemin est défendu par maître Jean-Philippe Magret, bâtonnier du barreau de Libourne, assisté d'une jeune avocate, maître Florence Boyer, et accompagné d'un élève magistrat stagiaire. Les débats seront dirigés par la présidente Annie Cautre. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Le siège du ministère public sera tenu par Alix Chaumeton, procureur de la République d'Auch. La Cour va d'abord examiner les faits reprochés à l'accusé. Ce matin du 21 décembre 2007, Pascal Jacquemin se réveille à 5 heures, obsédé comme depuis de longs mois par cet appareil qu'il a acheté à Patrick Saint-Marc et qui ne fonctionne pas. Il prend son véhicule 4x4 et part pour le Gers. Il n'emporte aucun de ses fusils de chasse, mais il garde dans son véhicule un pistolet à plomb plus impressionnant que véritablement dangereux, et il a dans sa poche son petit couteau de travail. À son arrivée, il se gare à une 50aine de mètres et il attend. Je suis arrivé de bonne heure, j'ai commencé à cogiter et tout, j'ai vais lui faire peur, je vais le menacer, et puis après voilà. Ça... À 7h30, Pascal Jacquemin voit le gérant arriver à l'entreprise. Il enfile alors sur sa main droite un gant de caoutchouc, prend le pistolet qu'il glisse sous son blouson et se dirige vers le bâtiment principal. Il y pénètre et frappe à la porte du bureau. Monsieur Saint-Marc va le voir arriver, faire éruption dans son bureau, très froid, pas du tout excité, pas du tout agressive. Ça, c'est un souvenir précis qui est le sien et qui est le début du cauchemar. Quand on examine les photos qui ont été prises lors de l'enquête, on se rend compte de la situation des lieux, de l'exiguïté du bureau de M. Saint-Marc dans lequel cette scène s'est déroulée. On voit bien à ce moment-là la proximité entre le lieu où pouvait se tenir M. Jacquemin et M. Saint-Marc de l'autre côté du bureau, dans un cadre vraiment circonscrit. Jacquemin demande le remboursement de son achat. Saint-Marc refuse. Le face-à-face de part et d'autre du bureau est tendu. Jacquemin expliquera plus tard qu'à ce moment précis, il ne trouve plus les mots pour dire sa colère. Il sort son arme et tire à 3 reprises, dans le mur, au visage et au ventre de Patrick Saint-Marc. Il se rend compte qu'il n'est pas mort, il se rend compte que ça n'a pas fait de bruit, que c'est pas une arme avec des balles, enfin, c'est ce qu'il va dire. Monsieur Jacquemin va faire feu à plusieurs reprises, Monsieur Saint-Marc va essayer de le contrer. La mêlée qui va s'en suivre, il a donné des détails, mais bon, il y a sinon quelques approximations, mais les souvenirs très précis, c'est de se coincer contre un mur, d'arriver à lui subtiliser l'arme. Après, il ne sait plus ce qu'elle est devenue. Il va voir son agresseur qui va sortir ce couteau, dont il va essayer immédiatement de s'emparer, et il va se blesser d'ailleurs à une main. Et ensuite, il se retrouve à terre. Là également, ses souvenirs sont très précis. Également des souvenirs auditifs, puisque il entend des paroles comme je vais te crever, tu vas crever, à plusieurs reprises. Et puis il va se faire entailler très profondément l'autre main au moment où Monsieur Jacquemin va lui enfoncer profondément son couteau dans la gorge. À ce moment, Patrick Saint-Marc cède et promet un chèque de remboursement. Monsieur Saint-Marc va se rendre compte d'une quantité de sang impressionnante qui va l'environner. Il est essoufflé, il est affaibli, et il va, à ce moment-là, quand il est dans cette situation-là, l'autre va se lever, en tout cas c'est ce qu'il va raconter
à 2 ou 3 reprises. L'autre va se lever et va dire « je vais te regarder crever ». Et il voit M. Jacquemin qui va chercher le chéquier, qui va lui demander de lui faire donc un chèque de remboursement de la machine, puis l'autre va partir. Pascal Jacquemin quitte discrètement les lieux, alors que les ouvriers arrivent à leur poste de travail. Ils ne verront de lui qu'une ombre ou une silhouette. À 7h55, l'aide comptable découvre Patrick Saint-Marc, couvert de sang, recroquevillé sur lui-même, dans son bureau aux lumières éteintes. On le soigne et on appelle les secours. Jacquemin, lui, a repris la route. Très curieusement, il repart sans le fameux chèque de remboursement que Patrick Saint-Marc a promis de lui envoyer. « J'étais soulagé, je croyais que j'avais gagné », dira-t-il plus tard. Monsieur Saint-Marc, il a eu le sentiment très vif, très net, très affirmé que l'autre voulait sa peau. Et ça le hante, ça le poursuit encore aujourd'hui. Il ne s'en remet pas. C'est un homme en souffrance. Juridiquement, pour moi, il ne fait aucun doute que l'intention homicide est caractérisée. Il emploie une arme à feu qui, certes, n'est pas très dangereuse, j'en conviens totalement, mais il l'emploie avec des projectiles à très courte distance, dans un espace clos et en direction de zones particulièrement vulnérables, essentiellement le visage, qu'il atteint. Un projectile touche la victime au niveau de la tempe. On est très près de l'œil, on aurait pu toucher l'œil. Acharnement, tir répété, cela ne suffit pas. Il sort un couteau. Là aussi, un couteau de poche, c'est vrai. Couteau à cran d'arrêt tout de même, bien aiguisé. Il se retrouve au sol avec sa victime. La victime est dessous. Il a donc le dessus sur cette victime. Pourquoi porte-t-il un coup de couteau à la gorge? Vous rentrez dans la violence, vous savez pas où ça s'arrête. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce que vous saviez bien que ça allait être plus... Il y aurait plus de... Mais non, parce qu'il aurait pu signer le chèque de suite s'il avait eu peur. À la télé, quand vous menacez quelqu'un, les larmes. Mais après, il porte plainte aussitôt, et vous savez bien que ça... Mais ça fait rien, c'est comme ça, vous réfléchissez pas. Quand il m'a dit « je vous rembourse », c'était la délivrance. C'est bête. C'est quoi? Votre compte, c'est ça, c'était ça. Ah, et vous êtes senti soulagé. Ah oui, oui. Ah oui, Faites attention. Et après, quand ça arrive, les gendarmes m'appellent, tout le bazar. J'ai pas les moyens. C'est panique à bord. Les faits matériels de violence sont donc établis, même s'il subsiste quelques contradictions de détail. Reste le mobile. La Cour va patiemment remonter dans le temps pour décortiquer le litige commercial qui opposait les deux hommes à propos d'une machine très particulière, un osmoseur. Ça va être intéressant, osmoseur. C'est un appareil qui est très très intéressant, qui permet d'améliorer la qualité du vin. Donc c'est sûr, c'est un appareil qui demanderait à être rentable, surtout vu son prix. Voilà. Et M. Jacquemin a fait cette acquisition parce qu'il pensait qu'effectivement ça lui apporterait un plus. Ce plus qu'il n'aura jamais parce que maintenant il a totalement mis l'osmoseur en voie de garage. La cour. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. À la tête d'une exploitation viticole de l'appellation Bordeaux supérieur, qu'il a restructurée et modernisée, Pascal Jacquemin affirme avoir toujours voulu privilégier la qualité. D'où son intérêt pour un appareil moderne, qui tire son fonctionnement du principe de l'osmose inverse et qui est avant tout utilisé pour purifier l'eau. Dans ces années 90-2000, c'est une technique qui a fait beaucoup de bruit. D'abord parce qu'elle a été adoptée par les grands producteurs sur la place, ce qui était très connu. Donc ça a créé une sorte d'aura autour de ce nouveau système. Et l'on a vu effectivement la mise en place de nombreux appareils de ce type dans les régions septentrionales, qui sont celles qui utilisaient le plus la chaptalisation. Des fois, vous avez des excédents d'eau qui tombent au mois d'août ou septembre, et puis là, vous avez des récoltes qui augmentent énormément. Donc là, la qualité baisse.
Donc l'osmoseur, c'était un produit pour sortir l'eau du mou, pour arriver à réguler cette qualité. Donc à l'époque, je pensais que c'était une bonne solution. C'est un appareil très technique, très complexe, car il faut des membranes adaptées, mais il faut tout un système hydraulique, électrique, électronique, en amont, mécanique aussi en amont, qui doit être extrêmement précis. C'est vraiment un appareil complexe, oui. Pascal Jacquemin est démarché par un commercial de l'entreprise de Patrick Saint-Marc, qui en l'occurrence vend des osmoseurs fabriqués par une société italienne. Ce que Jacquemin ne sait pas ou ne veut pas savoir, c'est que l'Italien débute sur ce marché et que l'entreprise de Saint-Marc est largement ignorante du fonctionnement de l'appareil. Il fait un investissement qui est lourd, 63 000 €, c'est énorme. Et à partir de là, le premier jour, le lendemain de l'installation, paf, ça marche pas. Quand ils sont arrivés pour livrer, la première chose qu'ils m'ont demandé de faire, c'est de signer le bon de livraison avant de la décharger. Et dès qu'on a voulu la mettre en route, elle est tombée en panne. Même déjà, elle n'était pas complète parce qu'il manquait un compresseur. Et donc, j'ai voulu dire, bon, si c'est comme ça, vous n'avez qu'à reprendre la machine. Et là, vous avez signé bonne livraison. On a commencé à me rironner, quoi. Déjà, dès le début, premier jour. Et puis après, ça n'a pas arrêté, quoi. Pendant toute l'année 2005, il demande à ce qu'on répare cette machine. Elle n'est pas réparée ou mal réparée. En tout cas, elle ne fonctionne pas pour les vendanges 2005. Elle ne fonctionne pas pour les vendanges 2006. On l'envoie en Italie parce que, soi-disant, la garantie n'étant pas là, M. Saint-Marc ne veut pas payer le voyage aller-retour de cette machine pour qu'elle soit réparée sur place. Quand il revient la chercher, Jacquemin, on l'apprendra après avec l'expert du Bernet qui a été désigné par le tribunal. Mais c'est plus la même machine, ça en est une autre, qui ne marche toujours pas. C'était inévitable. On ne pouvait absolument pas imaginer qu'un appareil de ce type puisse fonctionner. Les caractéristiques que j'ai pu en relever et qui m'ont paru les plus importantes, c'est que ce n'était manifestement pas un appareil qui avait été développé pour l'application de la concentration des mous. C'était un appareil qui avait été développé par une firme italienne pour le traitement des eaux, la purification des eaux. Et il n'est pas possible d'assurer un transfert immédiat entre les deux techniques. Certes, les membranes étaient les bonnes. Il faut savoir que l'entreprise en question était d'abord une entreprise de fabrication de membranes et qui ne se sont lancés dans la fabrication des osmoseurs que peu de temps avant l'affaire qui nous intéresse. L'affaire aurait pu en rester là, d'autant que la perte financière, même sévère, était supportable pour l'exploitation de Pascal Jacquemin. Mais le viticulteur s'entête, passant des centaines d'heures à tenter de faire fonctionner l'appareil ou à tenter d'en obtenir la réparation. C'était un matériel d'essai, c'était le premier matériel qu'il vendait. C'est quand même pour quelqu'un qui a un prototype, ne pas apporter l'assistance comme on aurait dû le faire et dire en plus de ça que la garantie était uniquement pour les vendanges 2005, alors ça n'a jamais fonctionné. Je trouve ça un petit peu aberrant. Moi, c'est pas bien grave, mais pour M. Jacquemin, ça a été très grave. C'est bien passé. Dans sa déposition à l'audience, Patrick Saint-Marc se défend d'avoir abandonné Jacquemin à son osmoseur inutile. Pourtant, un courrier échangé entre le fabricant italien et lui atteste qu'ils ont tout fait pour convaincre Jacquemin de conserver l'engin, au moins jusqu'à l'extinction de la garantie. Ensuite, lorsque le viticulteur s'est tourné directement vers le fabricant, Patrick Saint-Marc affirme qu'il ne s'est plus senti concerné par le dossier. Enfin, pressé de questions par la défense, l'homme a un mot malheureux. « J'ai 14 employés à faire vivre, dit-il. On n'est pas là pour faire du tourisme. » L'audience est suspendue pour le déjeuner. Pascal Jacquemin est l'exemple paradigmatique de l'accusé qui ne ressemble apparemment en rien au fait qu'il a commis. Pour s'en persuader, la Cour va examiner sa vie personnelle, familiale, affective et professionnelle. Si son parcours est rectiligne, l'analyse de sa personnalité va permettre de découvrir quelques clés d'explication à l'acte qui lui est reproché.
Pascal Jacquemin est le fils d'un émigré belge, ancien combattant en Algérie et chauffeur de poids lourd, avant de s'installer comme viticulteur. De ses parents, Pascal dit que son père était très travailleur et sa mère très gentille. Il a toujours vécu en Gironde, où il a effectué des études sérieuses mais sans entrain particulier. C'est au collège, à l'âge de 14 ans, qu'il a connu celle qui allait devenir sa femme et la mère de leurs 3 enfants. Il a grandi avec ses parents et une sœur sur l'exploitation familiale. J'ai jamais eu de problème, hein. J'ai des parents qui m'aimaient bien. J'ai une scolarité normale, un diplôme, après l'accès au travail. Non, normal. Son cursus scolaire s'achève au lycée agricole de la Tour Blanche, où il décroche un brevet. Durant 2 ans, il travaille aux côtés de son père. À l'âge de 20 ans, il reçoit de celui-ci l'exploitation en donation avec fermage et devient son propre patron sous l'œil du père, toujours présent. Il va se consacrer à la viticulture et il va s'investir dans cette activité qui est l'activité familiale. Et il va s'y investir en souhaitant peut-être moderniser un peu l'exploitation et d'autre part axer son travail sur la qualité et sur la création de 2 AOC, Château Caban et Château Cadet-Lamotte. Donc c'est comme ça qu'il s'est structuré, me semble-t-il. Il a la chance de briller naturellement, c'est-à-dire que ce qu'il fait, il le fait bien. Mais aussi il travaille. C'est-à-dire qu'on croit qu'il le fait naturellement bien, mais en fait, c'est parce qu'il travaille. Ce dont Pascal Jacquemin ne parle pas, ce sont des relations avec son père. L'homme est décrit comme dur, exigeant, maniaque, rarement satisfait du travail des autres et volontiers railleur. Face à lui, Pascal est encore un petit garçon qui ne réplique pas et laisse passer l'orage. L'affaire de l'osmoseur cristallise ces tensions. Il avait pris la succession de son père sur la propriété. Son père s'était énormément engagé au sein de cette entreprise, a beaucoup travaillé. Lui arrivait avec une autre façon de voir les choses. C'était quelqu'un de travailleur, très précis dans ce qu'il faisait. Il voulait vraiment bien faire. Mais à côté de ça, c'était clair qu'il ne voulait pas faire comme son père, comme ses parents, c'est-à-dire ne faire que ça. Son père était quelqu'un de très dur. Moi, je l'ai connu, il était très gentil, hein, mais dur. Qui avait une conception qui était sa conception du travail de la vigne, des loisirs. Savoir que son fils passait son temps de loisirs, pas son temps tout court, à faire de la moto, à aller casser des engins qui coûtaient cher, des déplacements qui coûtaient cher. C'était pas du tout sa conception de la vie. Et pour lui, c'était plutôt le travail. Pascal, heureusement, arrivait à s'échapper et à faire autre chose. Les mêmes mots reviennent comme une antienne dans les dépositions des proches de l'accusé. Rigueur, travail, honnêteté, calme, loyauté, fierté, perfectionnisme. Il avait une place toute particulière au sein du petit groupe que l'on formait. Et lorsqu'il n'était pas là, il manquait, parce que son style, son personnage, entre guillemets, manquait au groupe. C'est une évidence. On s'amusait bien, mais toujours raisonnablement. Il n'y avait jamais de paroles de travers ou de gestes de travers. Ça a duré dans le temps grâce à ça. Et pour ça, Pascal, pendant toutes ces années, m'a semblé très raisonnable et attentif à tous. Donc ça nous plaisait bien, Ça a soudé au fur et à mesure des années cette amitié. En 30 ans d'amitié, jamais je l'ai vu, ne serait-ce que prendre quelqu'un par le collet, ou avoir le poing fermé devant quelqu'un. Vous voyez, il y a des gens où on passe son temps à se bousculer, ils sont parfois agressifs. Jamais je l'ai vu agressif avec quelqu'un. C'est quand même surprenant. Quand vous découvrez un matin que sa femme vient vous voir en disant Pascal est en prison, il s'est battu avec quelqu'un et ça a fini en drame, mais vous dites mais c'est pas Pascal, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'abord de l'audition des experts psychiatres et psychologues, un premier schéma explicatif se dessine. L'inaptitude à faire fonctionner l'osmoseur était devenue le symbole de la difficulté des relations père-fils. Il était l'échec du fils sous le regard du père, et en ce sens, il ne pouvait rester en l'état. Le fonctionnement ou le remboursement de l'appareil conditionnait la restauration des relations entre les 2 hommes. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir.
C'est un homme qui a une personnalité que nous qualifions dans notre jargon de personnalité obsessionnelle. Alors, il s'agit de gens qui sont extrêmement propres, précisément, extrêmement méticuleux, qui vont au fond des choses, qui aiment réussir, qui aiment que tout soit en place, qui sont adeptes de l'ordre, qui sont très ponctuels également, et qui sont également des gestionnaires. C'est-à-dire pour eux, l'argent compte et les objets en général comptent. L'attachement aux objets est une caractéristique centrale de la personnalité obsessionnelle, avec en même temps et en parallèle deux composantes comportementales. C'est le souhait d'être respecté, et puis également, on va dire, une certaine psychorigidité. Psychorigidité, c'est un manque de plasticité psychique, c'est-à-dire on a un déficit dans les capacités adaptatives d'un sujet. Le sujet s'est construit sur une manière un peu monolithique, et il y a un certain nombre de postulats de fonctionnement qui sont inhérents à cette psychorigidité. Les postulats, c'est habituellement la volonté de contrôler à la fois sa propre personnalité, son environnement, de se référer à des normes d'honnêteté, de rigueur extrêmement rigides auxquelles le sujet va immanquablement se référer à chaque fois qu'il va conduire ses comportements. Et souvent, c'est de postuler chez l'autre le même type de fonctionnement que lui-même. Donc dans l'affaire présente, qu'est-ce qu'il a postulé? Il a postulé que celui qui lui avait vendu la machine agricole avait les mêmes critères d'honnêteté, de rigueur, de probité que lui-même s'attribuait. Et c'est effectivement dans le constat qu'il a pu faire que ça ne fonctionnait pas sur ce mode-là, que l'exaspération est intervenue ou que la frustration s'est mise en place. Et c'est ça qui apparaît intéressant sur le plan psychopathologique. On déchiffre ainsi mieux les incohérences d'un agresseur qui frappe poliment à la porte de sa victime avant d'entrer. Et l'on comprend que ce n'est pas le chèque de remboursement que Jacquemin venait chercher ce matin-là, mais quelque chose de beaucoup plus symbolique. C'est quelqu'un d'ordonné, de précis, de perfectionniste. Ça, c'est un élément constant. Alors, qualité quand tout va bien. Quand tout va bien, parce que c'est positif, parce qu'on fait des choses, on est, outre toutes ces qualités humaines qui sont décrites, mais on est sur cette volonté que tout fonctionne bien, que rien ne doit dépasser, et que c'est véritablement le moteur de son fonctionnement. Et puis, là, on est dans le grain de sable, en tout cas celui qui a été vécu par lui de cette façon-là, et ce grain de sable a véritablement été, je dirais, l'a entraîné véritablement dans un jusqu'au boutisme qu'il ne veut pas reconnaître, qu'il ne veut pas admettre réellement, mais qui est là. Quand on lui a posé la question de savoir, mais vous avez des qualités, est-ce que vous connaissez les défauts? Oui, ce défaut, je crois que c'est effectivement l'objet de l'osmoseur qui est devenu un objet de passion. Il n'a pas su se libérer de cette passion. Et c'est ça qu'il vit mal, c'est son échec, alors que c'est un perfectionniste, que tout ce qu'il entreprend, il le réussit, que son père voyait en cet achat déjà quelque chose qui n'était pas bon, et que manifestement, cet échec donnait raison à son père contre lui. Cette première journée d'audience a permis d'appréhender les faits mis en regard de la personnalité de l'accusé. Le soulagement éprouvé par Jacquemin à propos de l'accord de remboursement arraché par la violence était l'apaisement que lui procurait le sentiment de pouvoir enfin dire à son père que le problème de l'osmoseur était réglé. Cette seconde journée d'audience sera celle du verdict. Pascal Jacquemin sait qu'il risque une lourde peine de prison qui l'exclurait de sa vie familiale et professionnelle durant de longues années. En homme méthodique, il s'y est préparé en mettant en ordre l'ensemble de ses affaires. Il reste un point qui ne peut pas être réparé. Le père de Pascal Jacquemin est décédé en mai 2009 alors que son fils était encore détenu. D'où ce remords lancinant et inlassablement ressassé d'avoir irrémédiablement déçu son père. Bonjour, monsieur. La tâche de la Cour et des jurés aujourd'hui sera de tenter de cerner l'articulation des circonstances et des émotions qui ont déclenché le passage à l'acte. C'est la condition nécessaire à l'appréciation qui devra être portée sur l'existence ou non d'une intention homicide de l'accusé. Vous voyez, il y a de l'humanité chez la victime. Je viens de le saluer avec sa femme, j'ai parlé avec eux, ils m'ont parlé comme si de rien n'était, en me disant mais c'est normal, vous faites votre métier, c'est bien, je trouve. Ah bah oui. C'est bien.
je suis en travail. Moi, je vais me mettre je sais pas où. Il faut que je travaille. Chaque partie peaufine ses arguments autour de cette problématique de l'intentionnalité. C'est d'elle que naîtra l'intime conviction du jury et la teneur du verdict. Nous avons un individu qui ne pose aucune difficulté sur le plan social, parfaitement inséré, qui fait l'objet d'excellents renseignements. Tous les témoins sont concordants là-dessus. Et puis, il y a le passage à l'acte, qu'on ne s'explique pas, a priori, de la part d'un individu tel qu'il apparaît au niveau social. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Je crois que cet homme, au-delà de sa psychorigidité, moi je trouve qu'il a cherché des solutions pendant longtemps. Il a cherché un accord de principe avec le vendeur de la machine, il a cherché à faire réparer, à bien faire fonctionner cette machine, ce qui est le moins que l'on puisse attendre d'un homme qui a fait l'acquisition d'un matériel, c'est que ça fonctionne. Il a cherché des solutions pendant plusieurs années. Les démarches qu'il disait entreprendre par rapport à ce commerçant restaient vaines, avec le sentiment également que cet homme se moquait de lui. Moi, je pense qu'il l'a plutôt vécu comme une trahison, ce qui a abouti à ce drame. Une trahison, et là, toute la pertinence, c'est de savoir est-ce qu'il s'est adressé à la bonne personne ou à qui pouvait-il s'adresser? À personne, en fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me parle à moi d'un osmoseur qui vend des systèmes d'alarme? Je n'ai aucune idée de ce qu'on peut traficoter avec un osmoseur. Plus encore qu'une trahison, Pascal Jacquemin a eu le sentiment que l'on se moquait de lui. À la question de savoir pourquoi il s'était rendu ce matin-là auprès de Patrick Saint-Marc avec une arme, il a toujours répondu « J'avais peur que sans une arme, il me rit au nez ». Il s'est un peu enfermé lui-même dans ce piège, c'est-à-dire que vraiment, il a tout focalisé là-dessus et évidemment, il a tout voulu gérer seul. Il a voulu s'en occuper, de réparer l'appareil, de faire intervenir tout le monde. Il lâchait pas le morceau, quoi. Quand vous dormez pas pendant des mois, quand vous... Moi, j'avais plus de... Enfin, je dormais pas, hein. C'est-à-dire que je dormais 3-4 heures et puis après, vous vous réveillez, vous tournez dans le lit, vous pensez qu'à ça, ça devient obsessionnel, surtout depuis les vendanges, là. C'était les vendanges en 2007 où j'en aurais eu besoin dans la machine. On y a passé des heures et des heures à essayer de la faire marcher. Monter, démonter, ça marchait jamais. Bon, à la fin, c'est ça. C'est pas vous, hein, mais c'est. Ça se comprend ou ça se comprend pas. Hein. Ça s'explique ou ça s'explique pas, mais ça peut vous arriver. On pensait que ça allait continuer comme ça et puis qu'il trouverait des solutions raisonnables comme il était question, puisque quelque temps avant, il avait entamé une procédure en justice. Il n'en était pas vraiment convaincu. Mais c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Il est venu me porter le dossier en me demandant de faire une action en résiliation de la vente. J'ai regardé le dossier, j'ai vu que la vente était de mars 2005 et que dès lors, il y avait plus de 2 ans qui étaient passés, je ne pouvais pas faire 1648 du Code civil. J'ai laissé le dossier de côté parce que j'avais notamment les dossiers du classement de Saint-Émilion en préparation et c'était beaucoup de travail, en disant je ferai la non-conformité un peu plus tard. Et c'est une grave erreur parce que, ayant téléphoné ici, n'ayant pas répondu, un matin, il s'est mal réveillé, il est allé chercher son chèque. Pourquoi ce matin-là? Tout simplement parce que Pascal Jacquemin venait de recevoir de Patrick Saint-Marc une lettre de relance pour acquitter une facture de 180 € émise 3 mois plus tôt pour une énième et vaine intervention sur l'osmoseur. Cette lettre de relance, c'est l'élément déclencheur du passage à l'acte. C'est M. Saint-Marc qui n'a jamais voulu me la reprendre au début. Tant qu'elle ne marchait pas, il y avait moyen. En plus, il a mis 1 an avant de la payer. Donc il avait moyen d'arrêter tout ça, de voir quand on voyait que ça ne marchait pas, il avait moyen de me la rembourser et puis de la laisser à l'italien, mais seulement il voulait sa commission, quoi, comme elle est importante. Il va voir cet homme pour s'expliquer. Mais il s'aperçoit qu'il ne peut pas s'expliquer avec lui, qu'il va aller vers une fin de non-recevoir. Et il disait, je vais essayer quand même d'aller le rencontrer, il va peut-être me rembourser. Et dès qu'il comprend
que ça ne sera pas le cas, et dès qu'il comprend qu'il s'est fait gruger, et que peut-être il est un peu moqué, finalement, par la victime, il ne peut plus parler. Et il me l'a dit, hein, je ne pouvais plus parler, ça m'a pris aux tripes. À partir du moment où il n'a plus su ou pu mettre des mots sur cette situation de tension, il est passé à l'acte, ce qui, somme toute, est tout à fait classique. Le geste vient remplacer la parole défaillante par impossibilité de la prononcer. Patrick Saint-Marc paie le prix fort de cette soudaine impossibilité de Pascal Jacquemin de verbaliser sa colère et son sentiment de dégoût d'avoir été trahi. Bien, on va continuer. Ça va être difficile. Ce sentiment de dégoût se retrouve symboliquement dans un autre détail. Le port par Jacquemin d'un gant en caoutchouc sur la main droite afin, je cite, de n'avoir pas à serrer la main de Saint-Marc. Quand il dit je viens pour le menacer, pour régler à l'amiable, en fait, etc., il est quand même dans un tel dégoût de son interlocuteur, en fait, il a le sentiment de dégoût c'est pas cette personne abjecte qu'il a devant lui, il y a quelque chose qui est supplémentaire. Du camp. Pardon, du camp. Oui, la façon dont il le justifie. Oui, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que quand il dit qu'il va mettre le gant, il y a quand même cette espèce de mépris, et en plus, qui le poursuit des mois après, quand il croit que clamer c'est un escroc, etc. Il est vraiment. Donc c'est là que c'est. À travers le gant et la nécessité, ou du moins la volonté qu'il avait de démontrer à son interlocuteur qu'il ne voulait pas lui serrer la main, il y avait quelque chose qui flirtait un peu avec la paranoïa. Bon, moi, j'ai pas trop insisté à la barre là-dessus, mais c'est sans doute un peu le point limite. Hein. On sait que ces personnalités rigides de type obsessionnel flirtent un peu parfois avec des personnalités plus caractérisées de type paranoïaque. Moi, je l'ai exclu parce que je sais, à la fois dans son mode de fonctionnement habituel, il n'apparaît pas comme un paranoïaque, mais cette manière un peu caricaturale, démonstrative d'afficher comme ça la volonté de ne pas serrer la main de son interlocuteur directement en portant un gant, ça m'est apparu un peu limite. Reste donc une question. L'accusé regrette-t-il son geste? Il le dit, et peut-être faut-il le croire. Pourtant, les rares regards échangés durant l'audience semblent l'infirmer. D'un côté, la haine des proches de Saint-Marc envers l'accusé, de l'autre, comme un phénomène de miroir déformant, le mépris de l'accusé pour sa victime. On se rend compte que le processus psychologique qui aurait dû faire qu'il prenne conscience qu'en réalité la seule victime, c'est M. Saint-Marc, eh bien ce processus ne s'est pas fait. Peut-être s'est amorcé, je l'espère, mais en tout cas n'a pas encore abouti. Je ne sais pas s'il aboutira un jour. Il regrette ce qu'il a fait parce que ça induit pour lui des conséquences fâcheuses. Mais après ça, c'est pas la véritable culpabilité. La véritable culpabilité, c'est à la fois le regret d'être passé à l'acte, mais aussi la prise en compte compassionnelle de ce qu'on a pu infliger à la victime. Lui, il n'est pas là-dedans. Hein. Je crois qu'il continue à avoir de la haine, voire un peu de mépris pour cet homme-là qui n'a pas pu transiger avec lui. Quoi. Il n'y a pas eu de négociation possible. On lui a reproché de regretter ce qui lui était arrivé à lui et de pas spécialement avoir regretté ce qu'il avait fait à Monsieur Saint-Marc. C'est complètement faux. Il l'a dit très clairement à l'audience, mais il l'a dit avec ses mots. C'est pas quelqu'un qui a fait des études classiques, littéraires ou quoi que ce soit. Il a dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait à plusieurs reprises, et je pense que c'est totalement sincère. Et il a dit qu'il pardonnait à Monsieur Saint-Marc, ce qui a été très mal perçu par la défense, ce que je comprends bien sûr. Même moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il se fourvoyait, techniquement. Mais par contre, le cœur, lui, parlait. Je pense qu'il a pris la mesure de la gravité de son comportement et il indique tout à fait que l'agressivité est éteinte, que le conflit et le contentieux est vidé. C'est pourquoi je pense, mais vraiment très sincèrement, qu'il ne sera pas un candidat à la récidive ni un nouveau passage à l'acte. C'est vrai que j'ai fait une petite thérapie, là, et c'est vrai que je suis devenu un peu moins maniaque. Je laisse passer les choses, je laisse couler maintenant. Et on a recentré un peu les priorités. La phase d'instruction de l'audience est terminée. Tous les témoins et experts ont été entendus et l'accusé est longuement interrogé. La présidente tente maintenant de bâtir le planning des plaidoiries et du réquisitoire. J'aimerais qu'on rentre pas en délibéré après
après 18 h. Ah non, voilà, parce que je pense que sinon après ça devient difficile pour tout le monde. Hein. Que la partie civile soit plus courte. Oui, non, je ne vous mets aucune pression, mais je dis voilà, on essaye là de se maintenir dans quelque chose qui apparaîtrait comme raisonnable. D'accord ? On fera au mieux. Voilà, tout à fait. On essaye, de toute façon, c'est toujours des essais. Hein. Bon appétit. Pascal Jacquemin est déjà loin de ses considérations matérielles. Il sent le temps s'écouler et l'heure du verdict approcher. N'ayant jusqu'à présent effectué que 16 mois de détention, il risque fort d'être réincarcéré ce soir, dès la clôture de l'audience. Les avocats ont repris leur labeur bien avant la reprise des débats. Maître Lagaillarde se doit de faire valoir la peur de Patrick Saint-Marc, son sentiment d'avoir vu la mort et le bouleversement que cela a entraîné dans sa vie. Pour lui, pas de doute, l'intention homicide a bien existé. Maître Magret a la tâche inverse, tenter de faire prévaloir l'ambivalence des intentions de l'accusé vis-à-vis de la victime en excluant la volonté délibérée de tuer. C'est ce que Pascal Jacquemin a toujours soutenu, même si durant les faits, il a tenu des propos allant en sens inverse. La parole est d'abord à Maître Lagaillarde. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. La question de cette machine, remboursée ou pas, la position de M. Saint-Marc, tout aussi affable qu'il soit, en tout cas, son point de vue était un point de vue de non-retour. Et j'ai le sentiment d'ailleurs que Jacquemin ne pouvait pas l'ignorer. Il s'embarque dans quelque chose qui est jusqu'au boutiste, de toute façon, à ce moment-là. On est dans cette... effectivement, dans une confrontation de l'impossible, la confrontation de l'impossible. Maître Lagaillarde analyse l'acte de l'accusé comme une manifestation d'exaspération, d'orgueil, une incapacité à gérer un problème autrement que par un déchaînement de violences meurtrières. On va aller boire un café. Tu m'as fait un café rien sur moi. Moi, je vais leur parler, là. Je vais leur poser. Je suis en train de regarder un peu. Je pense qu'elle est pas mal. Long sucré? Long sans sucre? Ouais, c'est un peu pas. Il est très bien plaidé. Hein. Mais enfin, je trouve qu'il a plaidé 35 minutes contre Jacquemin et 3 minutes pour son client. C'est pas le rôle d'une partie civile, enfin, c'est comme ça. Chacun libre de plaider comme il l'entend. Puis il avait sûrement reçu son mandat. Difficile. Pour la défense, le plus dur reste à venir. On a bien senti, tout au long des débats, la fermeté de l'avocate générale. Pour elle, il n'y a aucune place pour le doute. Jacquemin est venu abattre Saint-Marc, même si cette décision ne lui est venue qu'en sortant de sa voiture, lorsqu'il s'est emparé du pistolet. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Attenter à la vie d'autrui, c'est un crime extrêmement grave. Hein. Monsieur Jacquemin minimise les faits. Je serais tout à fait déçu qu'une cour d'assises considère que ces faits-là, finalement, ne sont pas si graves que cela. Que le contexte, que la personnalité les explique tellement que finalement, on considère que ça n'est pas tellement grave. Moi, je considère attenter à la vie d'autrui, c'est parmi les crimes les plus graves qui existent. Dans son réquisitoire, la magistrate tente de démontrer les deux éléments constitutifs de l'intention homicide. L'élément matériel, avéré par les actes de violence, graves, répétitifs et commis à l'aide de 2 armes. L'élément moral, établi par ces mêmes actes de violence, dont la concomitance ne peut s'analyser qu'en volonté de tuer. En conséquence,
Elle réclame une peine de 10 ans de réclusion, seuil minimal d'une peine criminelle. Les proches de l'accusé sont sonnés par la rigueur des arguments de la représentante du ministère public et par le quantum de la peine réclamée. Seul Maître Magret reste impassible, connaissant sur le bout des doigts la temporalité de la procédure de cour d'assises. Il sait qu'il possède quelques atouts. La vie sans faille de l'accusé, sa qualité apparente de victime dans le litige de l'osmoseur, l'ambiguïté de son comportement lors des faits et l'assurance des experts quant à son absence de dangerosité pour l'avenir. Jacquemin n'est pas un homme libre dans cet acte qu'il a fait, c'est ce que j'essaierai de dire, et c'est pas l'acte gratuit. C'est un acte poussé par le paroxysme de sa colère, c'est vrai, vous l'avez dit, et comment il s'appelle, le docteur Obat l'a dit, hein, la folie, ou plus exactement la colère, folie courte. Finalement, son geste, ça démontre quoi? Que n'importe qui peut devenir un assassin. Hein. Cette fois, les débats sont terminés. La cour et les jurés se retirent pour délibérer. Je ne sais pas si on a renversé la tendance. Mais tu sais, c'est difficile de les convaincre. Il faudrait que vous alliez leur demander aux jurés supplémentaires, M. Donat, ce qu'il en est. Voilà. Bon, allez, je vais te laisser, je vais aller voir la famille. Et puis, ben, elle va pas bien, elle va pas bien. Et je lui dis, c'est pas ma faute à moi si elle va pas bien. Je sais bien. Elle va pas bien, elle va pas bien, j'en foutrais, elle va pas bien. Faveur rarement accordée à un accusé, Pascal Jacquemin est autorisé à rester dans la salle et non placé en salle de police. Réunis dans la salle des délibérés, les 3 magistrats et les 9 jurés, en parfaite parité, 6 femmes et 6 hommes, entament leur réflexion. Au vu des débats, la présidente a décidé de poser 3 questions supplémentaires. À la première question, relative à la tentative d'homicide volontaire, elle a ajouté la question portant sur l'exercice de violences volontaires, avec 2 circonstances aggravantes, une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours et l'utilisation d'au moins une arme. Si une majorité de jurés refuse l'intention de tuer, ils pourront ainsi requalifier les faits, entraînant de facto une peine moins lourde. Vous rentrez ce soir ou vous repartez Ah non, non, mais non, à mon avis, il faut surtout pas se faire de... Je vous l'ai déjà dit, je pense que... Nathalie, je te l'ai déjà dit, je pense que Pascal va en prison ce soir. Ce que j'espère, c'est qu'il prendra pas plus de 5 ans, c'est tout. C'est tout, je vous ai jamais raconté d'histoire à ce niveau-là. Hein. Maintenant, j'espère qu'ils m'auront entendu et que ça ira, quoi. Après plus de 3 heures d'attente, l'audience va reprendre pour la lecture du verdict. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Voici les réponses aux questions posées et l'arrêt rendu et délibéré en commun. À la question numéro 1, la réponse est non. Aux questions numéro 2 à 4, la réponse est oui à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence des réponses ainsi faites, la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré ensemble et voté conformément à la loi, vous condamnent M. Pascal Jacquemin à la peine de 3 ans d'emprisonnement. La Cour seule, après en avoir délibéré conformément à l'article 367 du Code de procédure pénale, décerne à votre encontre mandat de dépôt. M. Pascal Jacquemin, vous avez 10 jours pour vous faire appel contre l'arrêt qui vient d'être rendu. Passé ce délai,
vous n'y seriez plus recevable. J'ai toujours dit que ce soir, il couchait en prison. Je l'ai toujours dit. La cour d'assises du Gers a condamné Pascal Jacquemin à 3 ans d'emprisonnement pour violence volontaire, écartant l'intention homicide. Pascal Jacquemin a été réincarcéré à l'issue de l'audience pour purger le reste de sa peine. Le verdict n'ayant pas été frappé d'appel, il est devenu définitif.